de toutes les générations. Waga FM. Cette émission vous est offerte par la CODEL et le CDD. C'est dans l'objectif de lutter contre les mauvaises informations et de sensibiliser la population sur les thématiques importantes autour du processus électoral que la CODEL et son partenaire CDD ont organisé cette série d'émissions. On arrive donc au terme de la première partie et pour aujourd'hui, on va parler des électeurs. En studio, j'ai avec moi M. Hassan Zongo, journaliste, et M. Somda Assegna, juriste chargé de programme au CGD. Bonjour messieurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On se porte bien, on espère de même pour vous. D'accord. Alors on va commencer tout de suite les débats. Qu'est-ce qui donne la qualité des lecteurs? Monsieur Somda, je vous laisse la main. D'accord, merci beaucoup. D'abord, ça dépend d'abord de quel type d'élection, mais la qualité d'électeur vient d'abord aux citoyens, c'est-à-dire des personnes qui ont un attachement, voilà, vis-à-vis d'une collectivité, d'une entité, voilà, l'État. Voilà, donc, si tu es né de père ou de mère burkinabé, ou si tu as bénéficié d'un processus de naturalisation, ou bien si tu es burkinabé aussi par alliance, ça peut arriver. Et si tu as 18 ans révolus, voilà, et cela peut te conférer la qualité d'électeur au Burkina Faso. Donc, c'est un citoyen qui a la capacité juridique, voilà, et cette capacité juridique au Burkina Faso, c'est à partir de 18 ans. Donc, à côté de cette capacité juridique, voilà, vous pouvez avoir le statut d'électeur, c'est-à-dire la possibilité pour vous de choisir les dirigeants, voilà, dans un pays, notamment que ce soit le président du Faso, les députés ou les conseillers municipaux. Qu'est-ce qu'on appelle capacité juridique exactement? La capacité juridique, c'est un âge qui a été arrêté par la loi, âge à partir duquel on estime que vous êtes capable de prendre des décisions, voilà, dans la vie courante, c'est-à-dire de contracter avec une personne, de prendre part à la vie de la nation, dans le sens des élections. Mais c'est pour dire, juridiquement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas justement 18 ans, n'est pas en position de pouvoir contracter avec X ou Y personne. Voilà, donc c'est l'âge à partir duquel on estime que juridiquement vous êtes conscient, vous pouvez répondre de vos actes, vous êtes suffisamment responsable. Donc c'est un âge à partir duquel en droit on dit que voilà, vous êtes en droit de pouvoir en tout cas poser des actes, voilà, qui entrent dans
bien entendu, la vie quotidienne. Hein, voilà, par exemple, vous mariez, ça a besoin de capacités juridiques. Travailler, voilà, dans certaines conditions aussi, appelle à avoir de la capacité juridique. C'est pour ça qu'on interdit, par exemple, d'employer des mineurs. Voilà, parce que, mais à partir de 18 ans déjà, on peut engager une personne, voilà, dans le cadre d'un contrat de travail. Donc, vous voyez que travailler, c'est un contrat qui vous lie à un employé, voilà, à un employeur plutôt. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle la capacité juridique. Ok. Voilà. Vous aimeriez ajouter quelque chose, M. Zongo? Oui, plusieurs choses, et parce que ce qu'il dit est assez intéressant, mais si Yolande me permet bien, peut-être avant directement de répondre à la question que tu as posée, également revenir sur la réaction de M. Somda. C'est déjà, pour ce qui est en tout cas du sujet qui fait l'objet d'émission aujourd'hui, dire un peu son importance. Il est pertinent à mon sens on est dans un contexte, déjà parlant du contexte où, pour parler spécifiquement du Burkina Faso, il y a lieu quand même de s'intéresser à la question, parce que si on dit comme ça, bon électeur, qu'est-ce que veut dire un bon électeur? Beaucoup de gens vont se poser des questions, peut-être même de façon marrante. Un bon électeur, c'est quelqu'un qui peut-être participe directement au processus électoral. C'est facile à dire, voilà. Mais pour ce qui est en tout cas spécifiquement du Burkina Faso, le sujet en tout cas est pertinent dans le sens où, comme je l'ai dit, contextuellement, cela s'impose. Nous sommes dans un pays qui est en majorité analphabète. Beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits. Beaucoup de gens ne connaissent pas comment fonctionne, on va dire, le système électoral, même, on va dire, pour ce qui est du cadre juridique, les lois. Voilà. Donc, il est important qu'il y ait des canaux comme cette émission-là pour leur permettre davantage, justement, de le savoir. L'autre chose, c'est, toujours en lien avec l'importance de ce sujet-là, c'est, on va dire, la démocratie. On a opté, pour parler du Burkina Faso, d'aller dans le sens de la démocratie. Et donc, si on parle de démocratie, pour que la démocratie ait son sens, il faut des électeurs. Voilà. La démocratie est un mot vide s'il n'y a pas, justement, d'électeurs. Donc, pour dire que la démocratie n'a tout son sens que s'il y a des électeurs, et comme l'a dit M. Somda, que sont justement les citoyens. Et pour revenir et tomber dans votre question, je dirais qu'en plus de ce que M. Somda a dit, peut-être pour revenir déjà pour ce qui est de la capacité juridique, il n'y a pas seulement que l'aspect âge. Il y a plusieurs aspects qui prennent en compte, qui concernent, on va dire, la capacité juridique. Il y a la question, certes, d'âge, mais d'autres aspects aussi qui peuvent prendre en compte quoi? Certains droits. Voyez-vous, quand on prend l'exemple des personnes qui sont présentement au niveau des prisons, voilà, je veux parler des prisonniers, des détenus. Il y en a qui ont des droits et qui peuvent toujours voter. Par contre, il y en a qui ne peuvent pas. Voilà. Et donc, vous verrez qu'au niveau de certaines prisons, il y a justement des bureaux de vote pour permettre à des gens justement qui ont tout ce droit-là de voter. Voilà. Donc, la capacité juridique, il y a la question d'âge, il y a aussi les droits du citoyen. Il y a des personnes qui sont déchues de leurs droits, de certains droits, donc notamment le droit de vote, voilà, et plusieurs autres aspects. Pour revenir à la question initiale, qui est de savoir quelle est la qualité de... Qu'est-ce qui fait justement que l'on dit qu'on est un électeur, M. Somda l'a dit, mais en plus de cela, nécessairement, pour que l'on dise de façon classique que vous êtes un électeur, il faut que vous soyez sur une liste électorale. Voilà. Et la liste électorale sous-entend que, il a dit, vous êtes passé par l'acquisition de certains documents, des documents notamment d'état civil. J'en prendrai pour exemple l'acte de naissance, la CNIB, avec lesquels vous utilisez justement pour vous faire enrôler, donc pour être sur la liste électorale. Il a dit également, cela peut être dans le cadre d'élections précises, ça peut être des élections municipales, des élections législatives, des élections présidentielles. Voilà. Toujours est-il que par cette qualité-là, vous allez faire le choix d'une personne qui aura assumé justement des tâches précises. Voilà. J'espère que les électeurs, les auditeurs ont bien compris ce qu'on a dit. À quel moment dit-on qu'on est devenu ou qu'on est un bon électeur, ou qu'on est un électeur plutôt? Ok, merci beaucoup. Ça rejoint encore une fois de plus la question de la capacité, où je dis c'est un ensemble d'obligations ou de droits, voilà, qu'un citoyen acquiert à partir d'un certain âge, mais à encore une autre condition, à savoir qu'on ne doit pas être déficient mental. Voilà, puisque une personne peut avoir plus de 18 ans,
mais ne jouit pas de toutes ses facultés. Donc on ne peut pas dire de cette personne qu'elle a la capacité juridique. Donc c'est le cas en matière électorale, justement, pour quelqu'un qui a 18 ans, mais qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, ne peut pas être électeur. Et il a souligné, pour ceux aussi qui sont condamnés pour les crimes ou jugés par contumace, quand tu as fui la justice de ton pays pour aller dans un autre pays, c'est possible de te juger, mais comme tu es hors du territoire national, quand on te juge dans ces conditions aussi, tu es déchu de tes droits civiques. Okay. Donc voilà autant de conditions qui encadrent la question électorale. Donc pour être électeur, comme il a souligné, un bon électeur, c'est d'abord au Burkina Faso, c'est d'être inscrit sur une liste électorale. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas, l'inscription est systématique. Dès que tu as 18 ans, tu es enrôlé systématiquement. Mais au Burkina, avoir 18 ans ne fait pas de vous déjà un électeur, vous en avez la capacité, mais il faut aller avec des documents, la démarche vers justement le service habilité normal, la CENI, avec muni d'une CNIB ou d'un passeport, et vous vous inscrivez sur la liste électorale. Donc le bon électeur, pour revenir à votre question, bien entendu, c'est ces citoyens-là qui décident de prendre activement part à la gestion des affaires de l'État, de la collectivité, conformément à l'article 12 de la Constitution qui dispose tous les Burkinabés, sans exception aucune, ont le droit de participer à la gestion de l'État, de la collectivité, de la société. Donc, à ce titre, ils sont électeurs ou éligibles. Donc, dès lors que l'article 12 de la Constitution prévoit la possibilité pour les citoyens, ça devient un droit fondamental pour tout Burkinabé qui, en tout cas, qui veut contribuer en tout cas, à la gestion de sa collectivité, doit s'inscrire justement sur cette liste électorale, prendre sa carte d'électeur et surtout aller s'exprimer le jour J. Parce que dans d'autres pays, c'est une obligation. C'est le cas de la Belgique. Tu es citoyen belge, tu as l'obligation de voter. Si tu ne votes pas, l'impôt va passer par là. Voilà. Il y a des taxes que vous devez payer parce que vous n'avez pas voté. Au Burkina Faso, c'est un droit. Or, quand on dit droit, c'est une faculté, une possibilité. C'est ça qui fait le distinguo entre le droit et l'obligation. Voilà, c'est un droit, même si ça prend un peu la dimension d'un devoir. Parce qu'en tant que citoyen, ne pas aller voter, c'est comme, ne pas s'intéresser à la gestion des affaires de ta collectivité. Parce que la démocratie, faut-il le rappeler, certains auteurs même, comme Joseph Champouter, la résument à l'élection. C'est-à-dire, dans une conception minimaliste, il dit que la démocratie, c'est la compétition qui va consister à désigner les dirigeants. Donc, il renvoie la démocratie aux élections. Mais soyons réalistes, les élections, à elles seules, ne peut pas résumer la démocratie. Il y a bien d'autres paramètres qu'on appelle conception substantialiste qui prend en compte bien d'autres dimensions pour parler de démocratie. Donc, pour dire à quel point la démocratie et les élections sont très importantes dans un système démocratique, et un bon citoyen, un électeur, ne devait pas rester en marge justement de cet événement qui en Afrique parfois a une dimension ludique. Voilà, on voit qu'en période électorale, ça s'amuse beaucoup. Il y a les shows par-ci, par-là. En Afrique, les élections ont vraiment une dimension ludique, mais au-delà de la dimension ludique, c'est cette possibilité qui est offerte aux citoyens de choisir ses dirigeants ou de demander des comptes à ces derniers. Donc, un bon citoyen ne devait pas manquer un tel événement en s'inscrivant justement sur la liste électorale et en prenant son fameux sésame, comme l'a dit Victor Hugo, le bulletin de vote vient nous dire, déposons nos kalachnikovs, le bulletin de vote est comme une kalash. C'est-à-dire, au lieu de faire un coup d'État ou vous accéder au pouvoir, le citoyen n'a pas besoin justement d'une kalash pour choisir ses dirigeants. Avec un bulletin de vote, tu peux les donner ta confiance ou les révoquer quand tu n'es pas satisfait. Donc c'est en cela que c'est très important pour les citoyens d'être en tout cas électeurs, parce que le système démocratique est juste là, parce que les élections sont assez importantes pour la démocratie. Hassan, un mot sur ce qu'il a dit. Il a dit des choses assez intéressantes. Si peut-être j'ai quelque chose à ajouter, j'aimerais bien vraiment que l'on puisse s'intéresser spécifiquement, on va dire au Burkina Faso, parce que nous sommes un pays qui, c'est vrai, a ses préceptes, sa façon d'être et de penser, même si on peut s'inspirer, on va dire, d'autres façons de voir et d'autres façons d'être. Et surtout ceux qui sont justement des exemples. Et là-dessus, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au Burkina Faso particulièrement, on a pu voir à travers un certain nombre, en tout cas, depuis que les élections ont lieu jusqu'à maintenant, des citoyens, voilà,
qui font en sorte véritablement d'être des électeurs. Je pèse mes mots, des citoyens qui font en sorte vraiment d'être des électeurs, donc des personnes qui participent véritablement au processus électoral. Et parlant de participer au processus électoral, c'est quoi? Déjà, comme je l'ai dit, se faire inscrire sur des listes électorales, donc respecter la phase enrôlement, participer, on va dire, aux campagnes, voilà, donc assister au dévoilement de la plupart des projets et programmes politiques des candidats, aller au vote pour ce qui est donc du scrutin, quel que soit le scrutin qui sera initié, que l'on soit dans un scrutin présidentiel, législatif ou municipal, participer au vote, voilà, c'est important. Participer également à l'étape de la proclamation, ou sinon de la validation définitive par l'institution habilitée, et au Burkina Faso qui est le Conseil constitutionnel. Donc pour dire que le bon électeur, en un mot, c'est celui qui participe véritablement, on va dire, au processus électoral de son pays. Et tant bien que mal, au Burkina Faso, les Burkinabés, les citoyens burkinabés essaient, je dis bien essaient, de s'inscrire dans ce sens. Pourquoi je dis essaient? Parce que je reviens, on va dire, aux réalités. Voilà, parce que nous sommes dans un contexte où, quelque peu, les spéculations sont légion et malheureusement vont dans le sens bien souvent de, on va dire, de la perte de confiance vis-à-vis des personnes que l'on a en face. Et ce n'est pas toujours aisé pour les citoyens d'exprimer comme il se doit, on va dire, leur qualité d'électeur. Ils ont leurs raisons, voilà. Et voilà pourquoi ça reste toujours, et comme l'a dit M. Somda, un droit pour le moment. D'accord. Voilà. Donc, autrement dit, il faut se faire enrôler, suivre les différentes campagnes, les différents programmes proposés par ceux qui veulent se faire élire, et ensuite aller voter. C'est ça. Mais quand est-ce qu'on dit qu'on n'est pas... Est-ce que le fait de ne pas être allé voter fait de nous de mauvais électeurs? Déjà, même pas électeur, puisque si vous n'êtes pas inscrit, pour le cas de Burkina Faso, lorsque vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pouvez pas prendre part aux élections. Et quand bien même que vous êtes inscrit, le jour J, vous pouvez ne pas prendre part. Comme on l'a dit, c'est un droit. Donc, c'est ainsi que vous verrez, pour une élection, on vous dira par exemple 5 millions de personnes inscrites sur la liste électorale. Et au finish, on vous dit 2 500 000 personnes ont voté. Donc, c'est ce qui donne en réalité le taux de participation. Voilà, c'est ça le taux de participation, c'est-à-dire le nombre de personnes inscrites sur le nombre de votants exact. Donc, ça génère le taux de participation. Donc, des citoyens qui se sont inscrits et qui ne sont pas allés voter, on ne peut même pas les appeler ces jours-là. S'ils ne sont pas allés voter, ils ne sont même pas électeurs. Voilà, ils sont inscrits. Quand tu vas voter ce jour-là que tu es électeur, en s'inscrivant déjà, ça te donne la capacité de l'électeur. Voilà. Et les suffrages, il faut les rappeler, historiquement, le monde a expérimenté le suffrage universel à la troisième variante. Avant le suffrage universel, on a expérimenté ce qu'on appelle le suffrage censitaire. C'est-à-dire, pour être électeur, il fallait pouvoir payer le cens. Le cens qui est une sorte d'impôt. Premièrement, c'est pas ça, ça a commencé. Après le suffrage censitaire, on a expérimenté ce qu'on appelle le suffrage capacitaire, qui est un système qui permet d'évaluer la capacité de l'électeur. Ailleurs, on peut te dire, lis la Constitution, interprète des dispositions pour voir ta capacité à comprendre même ce dont il s'agit avant de pouvoir être électeur. Et c'est après ça que nous sommes passés au suffrage dit universel qui ne fait pas considération de la fortune ou de la capacité intellectuelle et qui dit tout citoyen, s'il en a la capacité, voilà, peut être électeur. Voilà comment, historiquement, nous avons procédé pour en être ici aujourd'hui. Donc, pour être, en tout cas pour moi, un bon électeur, c'est celui qui est inscrit et qui est allé voter. Si tu es inscrit et tu n'es pas allé voter, à partir de là, tu es juste enrôlé. Tu n'es pas un électeur. Donc, il n'y a même pas à dire bon ou mauvais, parce que tu n'es même pas allé jusqu'au Voilà, bout. maintenant, il y en a qui peuvent aller voter. Et vous savez, l'élection, c'est qui a encore... qui fait le charme de l'élection. Vous avez même la possibilité d'aller voter un bulletin blanc. Et Dieu seul sait combien de Burkinabés font ce choix. C'est-à-dire qu'ils ont envie de se montrer bons citoyens. Ils sont bons citoyens. Mais il arrive que les gens soient désenchantés par le comportement des hommes politiques, soit désenchantés par la qualité de l'offre politique. Parce que quand on dit marché électoral, un marché c'est une rencontre, une offre et une demande. Les citoyens sont demandeurs de politique publique.
Et les politiciens doivent offrir justement ces politiques publiques-là. Donc, quand on dit marché électoral, il faut que ces deux-là se rencontrent, une demande et une offre. Malheureusement, il arrive que les demandeurs soient déchus de la qualité de l'offre. Mais quand cela ne tienne, ils prennent la décision néanmoins d'aller s'insurmer. C'est ceux-là qui vont, un peu comme moi, plusieurs fois, ils vont voter, ils plient les bulletins, voilà, tel qu'il l'a pris, et puis ils le mettent dans l'urne. Donc quand vous ouvrez un tel bulletin, il n'a opéré aucun choix. Mais c'est un message qu'il passe. Malheureusement, notre système ne permet pas jusque-là de capter très bien ce type de message. On met les bulletins blancs et les bulletins nuls, qui sont des situations où l'électeur, certainement, peut-être ne sait pas voter. Parce que pour une élection présidentielle, si vous mettez votre doigt dans l'encre et vous cachetez sur plusieurs personnes, pour plus d'une personne, c'est nul. Voilà. Ou cachetez dans le vide, c'est nul. Voilà. Malheureusement, notre système met tout ça ensemble. Et alors qu'il serait intéressant qu'on arrive à une situation où on fait le distinguo entre le bulletin blanc, qui est un message politique, qui dit qui interpelle nos hommes politiques à améliorer la qualité programmatique. C'est-à-dire, vos programmes doivent être améliorés pour moi me permettre de choisir. Pour le moment, je ne choisis pas parce que tout ce que je vois devant moi ne sont pas en adéquation avec mes aspirations. Okay. Voilà, donc c'est un peu ces petits aspects-là qu'il faut prendre en compte pour, en tout cas, parler de bons électeurs et de qui doit désigner les dirigeants. Et nous sommes, j'ouvre la perspective, nous allons vers des élections municipales. Et les élections municipales ont une particularité que les autres élections nationales n'ont pas, notamment les législatives et les présidentielles. Pour les locales, peut être électeurs aussi des personnes étrangères résidant au Burkina Faso et qui ont pu montrer qu'ils ont des intérêts économiques, sociaux et tout ça. Donc, les personnes étrangères résidentes au Burkina Faso dans les communes peuvent être électeurs aux élections locales. Voilà. Et à ces élections également, bien entendu, nous partons vers ces élections et déjà c'est le lieu pour nous de dire que le mode de scrutin va changer selon ce qui se dit au niveau des autorités et le dialogue politique a abordé ces aspects. Les maires seront élus au suffrage universel direct, Inch'Allah, ce qui est une bonne chose en matière de légitimation des dirigeants parce que jusque-là, c'est un système assez, je dirais, avec beaucoup d'incomplétudes. Voilà, ça laissait régner le pouvoir de l'argent. Ceux qui avaient, par exemple, une bonne capacité financière ou qui avaient un patrimoine immobilier consistant, ils étaient restés là tranquilles. Le fait de se faire élire et d'abord conseiller. Après, ils rachetaient les voix des conseillers qui nécessiteux, qui n'ont pas les moyens. Et comme ça, les gens se hissaient à la tête de nos communes. Ça créait pas mal de difficultés au niveau des exécutifs locaux. Mais en procédant, si on arrive en tout cas à opérer la réforme et à désigner au suffrage universel direct des exécutifs locaux, ces élections locales prendront une allure d'élection présidentielle locale. Parce que la compétition sera davantage bien animée, les gens seront amenés à articuler des programmes de développement locaux pour justement essayer d'attirer les électeurs. Et donc à ce niveau, nous interpellons déjà les citoyens qui sont soucieux du développement communal, dès lors que la CENI va ouvrir encore l'enrôlement, parce que entre deux élections, lorsque le cycle dépasse 6 mois, il faut systématiquement rouvrir. Si ça ne vaut pas 6 mois, on peut utiliser l'ancien fichier pour organiser les élections suivantes. Mais on a au-delà de 6 mois, c'était en novembre, 22 novembre. Donc, les élections sont prévues pour 2022. Donc, on est allé au-delà des 6 mois. Par conséquent, il faut réouvrir le fichier électoral. Et nous saisissons cette occasion offerte par la CODEL, qui est notre fêtière, de dire aux citoyens de se préparer, aller s'enrôler. Et parce que ces élections locales vont prendre une dimension particulière et il ne faudrait pas se faire raconter cet événement. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Songo? Merci à M. Somda pour la brèche, même si on a digressé un peu pour le sujet. Parce que je pense qu'il y a un sujet qui est prévu spécifiquement que pour les élections municipales. Il est fort enchanté. Ce sur quoi je voudrais justement m'attarder et qui est important dans le sens de la contribution à faire en sorte que véritablement on ait des électeurs de qualité, donc de bons électeurs, des personnes qui participent véritablement au processus électoral, c'est les responsabilités et les responsabilités des acteurs. Je prendrai déjà pour première responsabilité celle qui nous incombe pour parler des acteurs de la société civile.
il est important que nous fassions notre rôle de sensibilisation à tout point de vue. Et je pense que déjà à travers cette émission qui est un canal très intéressant, les personnes qui nous suivent apprennent beaucoup de ce qui est en tout cas des enjeux liés aux questions électorales, ou sinon même au processus électoral de façon générale propre à leur pays. Et donc ça déjà, c'est des choses à poursuivre. Voilà. L'autre chose, c'est toujours en lien avec les implications de la société civile pour faire en sorte que les citoyens soient de bons électeurs. C'est la veille à leur côté. Voilà. Il faut les impliquer dans la veille. Quand ils sont imprégnés des réalités terrain, proprement dit, par rapport à ce qui se passe par rapport au processus électoral, il est facile pour eux d'interagir avec tout type d'acteurs, même avec les acteurs politiques directement. Voilà. Donc, il faut que nous soyons une passerelle pour faciliter cela. Autre acteur qui, à mon sens, est également important et qui peut contribuer à ce qu'on ait de bons électeurs, il y a les médias. Et on le fait déjà par cet exercice-là. Il faudrait que, pour ce qui est des médias particulièrement, que l'on fasse l'effort. Yolande, que l'on fasse vraiment l'effort d'être impartial. Voilà. De plus en plus, on voit que certains médias constituent des fêtières pour certains acteurs politiques. Et là, ce n'est pas bon. Voilà. Nous fuyons de nos responsabilités, nous fuyons de nos prérogatives. Et là, nous ne contribuons pas véritablement à l'enracinement de la démocratie que nous souhaitons, ou la démocratie grandée. Voilà. Autre acteur qui est également, à mon sens, assez intéressant et qui est important dans le sens de faire en sorte qu'on mette de bons électeurs, c'est l'OGE, pour parler de l'organe de gestion des élections. Et pour ce qui est de Burkina Faso, c'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il faudrait que cette structure-là ait tout ce qui est qualité en lien avec les valeurs qui transcendent la transparence, l'équité, tout ce qui va permettre justement qu'on dise que le scrutin à la fin est crédible. Et pour ça, il faut que cette institution-là ait une image qui donne de la confiance aux électeurs. Sans quoi, c'est déjà biaisé pour ce qui est, on va dire, du processus électoral. Voilà. Si déjà les gens s'inquiètent, pour parler des citoyens, s'inquiètent de l'organe de gestion des élections, donc de la CENI, c'est déjà problématique. N'en parlons pas pour ce qui est des électeurs et des acteurs politiques. J'achève avec pour ce qui est des acteurs politiques. Je pense qu'il est important pour ce qui est en tout cas des acteurs politiques que le travail soit densifié. Parce que c'est à leur niveau que malheureusement, il y a le gros du travail. Et il y a aussi le gros du problème. Pour ce qui est du travail, je me dis que pour certains partis politiques, je ne citerai pas de nom, il y a des efforts. Il y a des efforts qui sont faits. Pourtant, tant bien que mal, bon, il y en a qui ont créé des écoles ou sinon c'est des académies pour encadrer leurs militants. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. C'est ça en fait la question. Voilà. Donc, il faudrait que les écoles d'été et autres initiatives que l'on fait, entrant dans le cadre de la pédagogie électorale initiée par certains acteurs politiques, certains partis politiques, qu'on ait un contenu social. Parce que malheureusement, il n'y a pas ce contenu social-là. Il est purement politique. Qu'est-ce qu'on met comme stratégie pour contrebalancer l'adversaire? C'est ce qu'on apprend aux militants. Il ne faut pas se limiter à cela. Il faut donner une connotation sociale aux élections. Sans quoi, on va se retrouver toujours dans des tensions, malheureusement, qui perdurent et qui s'enveniment. Et les acteurs politiques sont malheureusement les auteurs premiers pour ça. Toujours pour parler du travail, au-delà de ces initiatives-là, je pense qu'en termes d'outils de communication, les médias et même certaines institutions à la fois étatiques comme non étatiques participent à cela. Il faut donc que la collaboration avec ces acteurs-là soit efficiente pour permettre aux citoyens de façon générale d'avoir la bonne information. Voilà. Et j'achèverai pour dire, pour ce qui est du problème maintenant au niveau des partis politiques, il faudrait qu'au-delà de tout clivage, que l'on sache que les joutes électorales restent les joutes électorales. Il ne faudrait pas qu'on ajoute d'autres connotations, parce que ce sont elles qui, par moments, sont source de tensions, des tensions qui, à certains degrés, ont des conséquences bien dommageables. On a pu voir des cas où il y a même eu perte d'hommes, perte en vie humaine. Je citerai par là des cas de Burum Burum, des cas de Karangoso Vigué, et pour ne citer que cela. Il ne faudrait pas que ces joutes électorales-là soient comme dans certains pays que je ne citerai pas de nom. Voilà. Ça ne fait pas justement bonne image de nous en termes de réalité démocratique. Le jeu électoral se joue dans les urnes et seulement par les urnes. Voilà. Donc, que chaque acteur, à n'importe quel niveau que ce soit, s'implique comme il soit. Voilà. D'accord. Quel est le rôle de l'électeur? On va revenir là-dessus. C'est vrai qu'on l'a survolé, mais on va revenir uniquement là-dessus. Quel est le rôle de l'électeur dans le processus électoral?
D'abord, le premier rôle consiste à désigner justement les dirigeants. Voilà, puis c'est à cela que servent les élections, comme je le soulignais d'entrée. Voilà, les élections sont un moment donné aux citoyens pour désigner les dirigeants, voilà, pour une période donnée. Donc c'est pour ça, lorsqu'ils sont élus, on parle de mandat. Et tout ça, il faut souligner que ça découle de ce qu'on appelle les théories de souveraineté. Voilà. Et en matière de théorie de souveraineté, lorsque vous avez ce qu'on appelle la théorie, dans un pays, vous mettez en œuvre la théorie de la souveraineté populaire, ça renvoie à une démocratie directe. En ce moment, ça veut dire que le peuple exerce directement le pouvoir sans intermédiaire. En revanche, quand vous êtes dans la théorie de la souveraineté nationale, ça renvoie à la démocratie représentative. Cette forme de démocratie qui consiste pour les citoyens à désigner des représentants qui vont prendre des décisions, agir en son nom. Et une troisième théorie qui est dite mixte, qui consiste à faire une combinaison, voilà, en donnant au peuple la possibilité d'intervenir directement, par exemple par le biais du référendum, qui est l'instrument par essence de la démocratie directe, ou par les élections, qui consistent à désigner plutôt des représentants pour agir en son nom, et dans le cadre justement des mandats. Donc c'est pour ça que quand les gens sont élus, ils ont un mandat de 5 ans. Donc en droit, quand on dit mandat, c'est une autorisation, un acte que vous délivrez pour un individu pour agir en votre nom. Et donc, dans une durée donnée. Donc, c'est pour ça, au-delà du mandat, on dit aux gens, vous n'êtes plus à la fois légaux et légitimes. Voilà. Donc, l'électeur, d'abord, sa première fonction, là, c'est de désigner les dirigeants. Et deuxièmement, le fait ça, c'est aussi une façon de dire aux citoyens, quand vous dites aux citoyens d'aller voter, c'est lui dire que ne laissez pas les autres en réalité choisir à votre place. Donc, c'est bien de le faire vous-même. Parce que lorsqu'on dit que la démocratie est mauvaise, je ne vote pas. Les politiciens sont dégoûtants. Ils sont dégoûtants. Quand vous dites la politique est dégoûtante, je suis désolé, vous allez laisser des personnes dégoûtantes prendre des décisions qui s'adresseront, qui auront un effet sur vous, les personnes dégoûtées. Voilà. Donc, c'est pour ça, étant donné que l'élection, c'est une compétition pour sélectionner les meilleurs, à force de l'exercer, le peuple va finir par s'habituer au bon choix. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est qu'un processus. Ce n'est qu'un processus. Pour le moment, il y en a qui votent parce qu'on leur a donné de l'argent, parce qu'ils ont reçu un t-shirt. Mais il y aura un jour, à force de voter, ça contribue à la maturation justement des citoyens et des électeurs. Un jour viendra, tu ne pourras plus, sur la base d'un t-shirt ou de l'argent, faire voter quelqu'un parce que les gens vont finir par comprendre que quand je vote, les politiques publiques qui seront mises en œuvre vont m'impacter d'une manière ou d'une autre. Quand les gens vont établir un lien entre la gouvernance et les situations sociales, par exemple, je n'ai pas d'emploi, c'est la faute à qui? Quand on va cesser de rejeter la faute à Dieu, pour rejeter ça sur nos hommes politiques, vous verrez que ça va amener un changement. Voilà, donc c'est à cela nous invitons justement toujours les gens à prendre part aux élections parce que c'est important justement pour consolider à la fois la démocratie, mais aussi pour acquérir progressivement ce qu'on appelle la culture démocratique. Voilà, ce n'est pas seulement pour désigner. Le fait de participer même, ça renforce votre culture démocratique. Il y a des gens, par exemple, avant, ils ne savaient pas c'est quoi un programme. Mais en participant au processus électoral, il finit par être attaché au projet de société, au programme. Il demande à lire les programmes, à les comprendre pour opérer son choix. Donc vous voyez, ça c'est une culture démocratique qui va en se consolidant. Et les élections servent un peu à tout ça. D'accord. Parlons du rôle des OSC comme la CODEL dans la promotion des bons électeurs. Je laisse la main à M. Somda. Il est dans, on va dire, une organisation qui se veut pratiquement statut d'ONG. Elle est à même de pouvoir justement nous partager son expérience. Ok, allons-y alors. D'accord. Quel est votre rôle? Oui, le rôle de la société civile, comme vous le savez bien, la question électorale n'est pas la chasse gardée des partis politiques. C'est pour ça que vous voyez en période électorale, la société civile toujours au four et au moulin, que ce soit individuellement ou dans le cadre de nos fêtières comme la CODEL. Nous essayons, pendant les élections, d'abord de faire ce qu'on appelle de l'éducation citoyenne par rapport aux élections. Donc une citoyenneté électorale. On essaie de renforcer les capacités citoyennes autour de la question électorale pour que les gens apprennent d'abord comment s'inscrire, comment voter
C'est assez important. Et quelle attitude avoir même après le vote. Donc, à côté des partis politiques, la société civile fait ce travail-là, c'est-à-dire de sensibilisation pour l'inscription sur les listes électorales. Ensuite, nous continuons nos efforts pour, au-delà de l'inscription sur la liste électorale, nous continuons nos efforts pour demander aux citoyens et citoyennes d'aller voter. Et en plus, après le vote, il y a une attitude qui est recommandée. Parce que la société civile, justement, doit assurer le rôle de veille en matière électorale. Et donc, avec la CODEL, avec nos organisations, individuellement aussi, nous essayons de faire ce qu'on appelle le monitoring électoral. C'est-à-dire, on met en place des équipes qui vont faire un suivi du processus, de l'enrôlement jusqu'après les élections. Voilà, on essaie de voir comment le processus est conduit. Est-ce qu'il est conduit de façon crédible, impartiale, indépendante? Donc, il y a ces choses-là que la société civile regarde. Il y a l'observation même des élections, c'est-à-dire qu'il y a une opération qui s'est faite le jour J. C'est-à-dire à partir de 6h moins, nous déployons beaucoup d'observateurs dans les bureaux de vote qui sont les yeux, les oreilles, voilà, de la société civile pour regarder un peu comment se déroule le scrutin. Et à la fin, voilà, un rapport est rédigé par chaque observateur qui est reversé ensuite dans une base. Et tout ça, ce sont des informations qui sont analysées, traitées. Et aussi un rapport général est produit à cet effet pour qu'on puisse donner aussi notre opinion par rapport à la conduite du processus électoral. Et au-delà de ça, il y a la question des conflits. Il a cité tout ce qu'on a pu rencontrer comme conflits électoraux en 2016. Les élections locales au Burkina Faso ont toujours été les plus conflits, qui ont toujours, en tout cas les élections où le taux de conflit sont les plus élevés. Et donc, ce qui veut dire que déjà pour ces élections à venir, la société civile est déjà positionnée pour non seulement faire tout le travail que j'ai décrit, mais aussi assurer le monitoring, voilà, de tout ce qui est conflits électoraux. Comment prévenir les conflits, parce qu'à travers déjà les discours que les équipes que nous mettons en place sur le terrain et dans plusieurs communes, ça nous permet de voir un peu la montée. Voilà, les discours, les propos qui sont tenus, est-ce que c'est des propos de nature à remettre en cause la paix, la stabilité, la cohésion? Donc dès lors qu'on voit des candidats qui tiennent certains propos, nos points focaux nous les rapportent et nous essayons déjà de voir comment les adresser pour que les élections puissent se passer, en tout cas dans les conditions en tout cas, d'une démocratie qui se veut respectueuse, voilà, de tout ce qui est droit. Les opinions, c'est libre d'émettre des opinions, mais dès lors que vos opinions peuvent remettre en cause la paix sociale, c'est des choses sur lesquelles la société civile travaille, donc à travers la prévention des conflits et aussi la résolution avec d'autres organes, voilà, donc on essaie de voir comment on peut apporter nos contributions à la résolution des conflits électoraux, et sans oublier que le jour des élections, Dieu seul sait combien de fois la CODEL a aidé à résoudre des problèmes d'ordre logistique. Voilà, à permettre à des citoyens de pouvoir s'exprimer. Parce que c'est avant tout une préoccupation majeure pour la société civile, de créer les conditions pour que chaque Burkinabé puisse prendre part à ces processus électoraux. Donc nous contribuons bien entendu à cela parce que, comme on l'a souligné, les élections, ce sont des droits qui ne sont pas seulement reconnus par la Constitution ni le Code électoral, mais même au niveau international, il y a pas mal d'instruments, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, son article 21, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ou le Pacte international sur les droits civils et politiques, et à côté de nous, le protocole additionnel de la CEDEAO, le protocole ASP de 2001 sur la démocratie, la gouvernance et les élections, sont autant d'instruments qui donnent la possibilité aux citoyens de prendre part justement à ces élections, soit en tant qu'électeur, soit aussi éligible, parce que justement, pour les élections locales, par exemple, faut-il les rappeler, à partir de 18 ans déjà, on peut chercher à être conseiller. Pour les députés, c'est 21 ans, et pour la présidente du FASO, c'est 35 ans. Okay. Une chose à ajouter avant qu'on termine? Il a dit beaucoup de choses très intéressantes. J'avoue que, même s'il a fait des digressions, parce qu'il a parlé de la CODEL et non du CGD, grand CGD, mais bon, qu'à cela détienne, c'est assez intéressant. La CODEL n'est pas, on va dire, une clinique électorale, voilà. Mais c'est quand même un instrument qui a ses outils qui permettent vraiment d'avoir le baromètre réel, on va dire, de la vie électorale au Burkina Faso. Voilà pourquoi elle se veut pratiquement la référence pour la plupart des organisations internationales. Voilà. Alors, pour revenir pratiquement à la question, ce sur quoi je vais justement m'attarder pour compléter ce que M. Sonda a dit, et pour être plus concret, je prendrai l'exemple de quelques activités auxquelles j'ai pris part, initiées par la CODEL. C'est notamment, on va dire, le cas des tournées
entrant dans le cadre de quoi approcher certains acteurs de certaines localités pour échanger sur les problèmes réels qui sont constitutifs, on va dire, de tensions et qui sont liés, on va dire, à la vie politique. Nous avons pu parcourir le cas de Waiguia, le cas d'Apelgo, Karangaso-Viré, pour ne citer que ces exemples-là. Des localités qui nous ont permis véritablement de mesurer, on va dire, la réalité en termes de tension qui prévaut du fait de la politique, voilà, et qui a un revers sur la société. Et pour ce qui est de la CODEL, après, on va dire, ces activités-là, du moins après ces tournées-là, il a été capitalisé un certain nombre de documents sur lesquels la CODEL travaille toujours, documents qui ont été partagés par la plupart des acteurs qui sont concernés par, on va dire, la vie électorale, afin qu'ils aient un regard véritablement en termes de questionnement et en termes de perspective. Au compte-gouttes, il y a certaines données que l'on reçoit en termes de propositions pour voir véritablement comment est-ce qu'on pourrait organiser mieux, on va dire, les prochaines élections, qu'elles soient municipales ou autres. Et donc, dans ce sens-là, c'est inviter encore d'autres acteurs qui ne sont pas, on va dire, forcément des acteurs directs, on va dire, du processus, mais qui constituent quand même une gente importante et qui sont au cœur, aussi au creuset, on va dire, de l'activité à la fois sociale et politique des localités. Et je citerai par là les chefs coutumiers et les chefs religieux. Ce sont des personnes que nous avons rencontrées au cours de nos tournées et qui ont toujours, on va dire, quand même, tant bien que mal, une assise sociale importante. Et ça peut être des porte-voix pour mieux se faire entendre, mieux se faire comprendre. Donc, il devrait être des relais pour ce qui est des communications qui vont entrer dans ce cadre-là. Et donc, tous les acteurs, à n'importe quel niveau que ce soit, devraient justement les utiliser pour qu'on ait véritablement, comme j'ai dit, des élections qui aient toutes leurs connotations en termes de transparence, d'équité et autres, qui sont véritablement démocratiques. Voilà. Est-ce que les OSC font vraiment la sensibilisation de cette culture d'aller voter? C'est une... Ouais, bien sûr, c'est ce que nous faisons. Dès lors que, quand la CENI va annoncer l'ouverture du... voilà, lorsque le décret sera pris, pour faire appel déjà au corps électoral dans le cadre de l'enrôlement, nous allons au même moment, de toute façon nous nous préparons déjà. Donc depuis que vous avez commencé, je vais vous couper, depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les gens ont été vraiment sensibles à toutes les activités que vous avez mises? Si je prends par exemple les élections passées, le CGD a mis en place un système qui a assez bien fonctionné dans les universités. On a des cellules CGD qu'on a essayé justement de mobiliser à travers justement tous les campus universitaires du Burkina où nous avons des cellules CGD. On a mis en place un dispositif qui consistait pour chaque étudiant d'aller s'enrôler et à son tour de mobiliser 5 autres personnes à aller s'enrôler. Et chacun s'était dénommé challenge électoral. Voilà, c'est des activités concrètes. Et je pense que c'est ce que nos auditeurs justement veulent savoir. Qu'on ait des éléments comme ça de mesure, des éléments comme ça en termes d'éléments qui peuvent vraiment orienter. Et c'est ce que justement nos auditeurs ont besoin. Il a dit, en termes d'activité véritablement sur le terrain, quoi que l'on dise, les organisations de la société civile sont véritablement l'indice qui permet de mesurer que la vie électorale a son cours. On n'attend pas seulement qu'il y ait élection pour le faire. On le fait en amont et en aval. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez pour ce sujet-là parce que je n'ai pas épuisé toutes mes questions. Waouh. Merci beaucoup, monsieur Swamda. Merci beaucoup, monsieur Zongo, et à bientôt. Merci.